Donc ma première intervention, c'était axée sur la flexibilité dans l'espace. On a parlé de la mission lodiale, locale et mondiale, comment tout ça c'est vraiment lié. Et là, je vais plutôt me pencher sur la flexibilité dans le temps. Et on le voit, on l'a vu, il y a aussi toute une dynamique à ce niveau-là dans cette génération. Comment faire avec ces temps très rapides, hyper connectés, hyper rapides. On a parlé de la mode hyper rapide, beaucoup de choses qui sont très rapides, avec des changements aussi qui arrivent très rapidement. Comment faire pour inscrire ça dans du temps long, dans des vocations de longue durée? C'est compliqué pour un jeune qui ne sait pas où il sera dans 2 semaines ou dans 2 mois, de dire voilà pour les 2 prochaines années ce que je te propose. C'est un peu compliqué. Comment relever ce défi? Concrètement, nous en tant qu'œuvre, qu'est-ce qu'on peut faire pour relever ce défi-là? Premièrement, il faut voir, il me semble, il faut apprendre à voir les temps rapides qui caractérisent cette génération comme une opportunité, plutôt que systématiquement comme une menace sur la mission. Arriver à transformer ce qui nous paraît une menace, oh, ils n'arrivent pas à s'engager sur du long terme, c'est compliqué, ce qui peut nous paraître comme une menace, comme une opportunité. Comment? Premièrement, je pense qu'il est important d'arriver à accepter les parcours atypiques. Ça passe par quoi? Ça passe par accepter des trous dans le CV. Clairement, il n'est pas rare qu'un jeune soit intéressé par la mission suite à un event ou quelque chose comme ça sur le sujet de la mission. Puis il ne revient plus sur le sujet pendant plusieurs mois, on n'entend plus parler de ça. Puis il manifeste le désir de participer à une mission courte durée, qui peut-être il a vu ça en ligne. Puis il disparaît à nouveau dans la nature. Puis il s'engage 1 an ou 2 dans une implantation d'église. Puis il vous ghost à nouveau. Et plus tard, il s'approche lors d'une conférence d'instant missionnaire pour exprimer son désir de partir en mission. Je suis actuellement, même en ce moment, en contact avec un jeune que je connais bien qui a ce genre de parcours, pas facile à lire pour les ancêtres que nous sommes, des générations précédentes. Il est venu d'Angleterre, il a rejoint notre implantation d'église où j'étais responsable pour un stage, normalement d'1 année. Il est resté un peu plus. Et finalement, il est resté un peu plus longtemps et puis il s'est formé en théologie. Il a décidé de se former en théologie. Et le Covid est passé par là. Ça a créé beaucoup de dégâts. Vous savez, dans cette génération, ça crée encore plus de dégâts. Tout ce qu'on parle par rapport à la santé mentale aussi est aussi profondément lié aussi à ça. Et finalement, ça a changé. Il est allé dans une autre ville. Il a bougé dans une autre ville en France. Il s'est investi dans un ministère auprès des étudiants étrangers. Lui aussi, il est très multiculturel. Il parle anglais, français, portugais, etc. Et donc, il était dans ce ministère-là pendant un temps. Et puis après, finalement, il a arrêté. Il est allé en Allemagne, continuer des études de psychologie, parce qu'il avait commencé des études de psychologie. Donc, un parcours vraiment, ça va un peu partout, en fait, dans tous les sens. Et on a du mal à suivre. Et il m'a appelé il y a 2 semaines. Et on s'est eu... ah non, c'était par... à travers des audios, mais des audios podcasts, c'était long. Et donc, on a parlé, on a échangé, et il me disait que vraiment, là, il aimerait peut-être faire un doctorat en psychologie sur l'IA, tout ça, il aimerait faire un doctorat là-dessus, mais en même temps, il se pose beaucoup la question pour la mission, etc. Et face à ça, on peut être, ouais, une fois oui, une fois non, et puis là, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il aimerait... faire quelque chose, mais il ne sait pas encore comment, et ça reste encore flou, c'est pas clair. Et j'ai simplement écouté, et j'avais pas vraiment de réponse claire à donner. Je sais pas s'il attendait forcément une réponse claire, plutôt un soutien à la prière, etc. Et c'est ce qu'on a fait. J'avoue que je suis un peu déconcerté moi-même aussi face à tous ces virages, comment faire. Et pourtant, quand on y regarde bien, sa passion pour Jésus et pour la mission, elle est là comme un fil conducteur tout au long de ces virages, de ces détours, etc. Sous toutes ces formes, cette passion et cette passion pour Jésus, pour la mission, elle est là. La question, en fait, elle est, jugera-t-on que cette personne est trop instable pour partir en mission? Ou sommes-nous prêts à revoir nos exigences en tenant compte des forces et des faiblesses de cette génération? On a parlé à la fin un peu de ce truc-là, parce qu'on est vraiment dans de la missiologie, là. C'est évangile et culture, c'est vraiment comment vraiment s'adapter à une culture. On est tous syncrétistes, mais jusqu'à quel point syncrétistes? Comment s'adapter à cette culture sans se trahir? C'est vraiment ça. Comment s'adapter à cette culture? Alors, oui, on doit s'adapter, mais eux aussi doivent s'adapter.
Et comme on l'a dit, on doit collaborer. Collaborer, ça veut dire qu'on doit se laisser transformer dans cette relation avec eux. Ils doivent se laisser transformer dans cette relation avec nous. Voilà. Il y a des débats sur tout ça, mais je pense que c'est intéressant d'y réfléchir aussi sous format missiologique comme ça. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il faut revoir nos exigences à la baisse. Il ne s'agit pas d'envoyer n'importe qui en mission, ce n'est pas l'idée. Je dis bien revoir nos exigences en tenant compte des forces et des faiblesses spécifiques à cette génération. En clair, vivre l'amour non pas seulement quand on va en mission envers les gens vers qui on va, mais vivre l'amour déjà ici, à la maison. Ça a été très bien dit, je pense, par Jérémy. Leurs forces, par exemple, sont qu'avec de tels parcours, ils développent en général une plus grande capacité d'adaptation. Un éventail de connaissances larges dans les médias, mais pas que, dans beaucoup de choses, il y a une accessibilité de la connaissance qui est très grande. Peut-être les faiblesses de tels parcours, c'est qu'ils ont besoin d'accompagnement spirituel, psychologique, social aussi, plus intense, pour apporter une stabilité à leur identité. J'ai bien aimé le jeune qui avait parlé hier et qui disait la peur, si on va en mission, d'être accepté par les autres. Je trouve ça tellement, tellement fort et tellement juste. S'adapter à cette situation veut aussi dire faire des propositions flexibles dans le temps, nous en tant qu'œuvre missionnaire. Faire des propositions flexibles dans le temps, n'ayant pas peur de ces allers-retours parfois nécessaires pour la construction plus longue, parfois plus laborieuse de leur identité. S'adapter à cette situation veut aussi dire garder contact avec les hauts et les bas. Ce n'est pas forcément en une fois. Garder contact avec la personne sur le temps long. Laisser le temps à la maturation. Être à l'écoute, patiemment. Et aimer tout le temps. Être prêt aussi à ne pas prêcher pour sa mission, mais pour la mission. Ça, c'est le premier point. Un autre point, c'est un contexte propice à la multiplication. Le dernier élément, mais pas des moindres, dans cette partie, c'est la grande opportunité dans ces temps de mission, parfois plus courts ou instables, c'est l'opportunité de la multiplication. Je m'explique. Les temps courts, rapides, intenses, sont un contexte propice au mouvement de multiplication. En effet, ce qui caractérise les mouvements de multiplication, vous connaissez, vous avez, je pense, beaucoup entendu parler des mouvements de multiplication de disciples, mouvements de multiplication des églises, etc. Ce qui caractérise ces mouvements, c'est quoi? C'est la rapidité dans le temps, on est d'accord. L'idée, c'est on parle d'un MIE, d'un mouvement d'implantation d'église, quand on voit 100 nouvelles églises sur 3 générations en moins de 2 ans. Ça fait un peu rêver, des gens qui sont pendant 11 ans sur la même implantation comme moi. En tout cas, dans les MIE, dans les mouvements d'implantation d'église, dans les MMD, les mouvements de multiplication de disciples, l'idée, c'est de ne pas casser les réseaux sociaux existants. D'accord? On laisse la personne dans son réseau social existant, par exemple, ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans son réseau d'amis athées, etc., etc. De ne pas casser les réseaux sociaux existants pour voir l'évangile se répandre plus rapidement. Et il me semble que c'est pareil pour les mouvements de multiplication de vocation missionnaire. Nouveau terme que j'insère entre les MMD et les MIE, d'accord? Entre les mouvements de disciples et les mouvements d'église, au milieu, il y a les vocations. Comment susciter un mouvement de multiplication de vocations missionnaires? C'est pareil. Le fait que les jeunes missionnaires gardent leurs réseaux sociaux, en ligne, mais aussi des liens forts avec leur église locale et d'autres amis, permet plus facilement qu'un désir mimétique, ça veut dire j'ai un désir, j'aime beaucoup, il y a du chocolat, je mange ce chocolat, j'aime, et ça te donne envie de le manger aussi. C'est ça le désir mimétique. S'ils gardent leur réseau, ils sont toujours dans leur réseau, le désir mimétique peut jouer plus fortement. Si le désir d'autonomie de cette génération va les pousser à se détourner dans un premier temps des structures historiques qui existent, le désir d'appartenance, on l'a vu hier, de cette génération joue en faveur d'une forte attraction face à des modèles auxquels ils peuvent s'identifier. On le sait beaucoup. Quand ils sont motivés par quoi? Ils voient quelqu'un et ils s'identifient à cette personne. Et pour cela, il me semble qu'il faille que les œuvres missionnaires non seulement aient une approche laudiale de la mission, comme on l'a déjà souligné, mais aussi que chaque jeune qui part en mission, même de courte durée, soit formé pour susciter d'autres missionnaires. L'équivalent de l'homme de paix dans les mouvements d'implantation d'église, si vous connaissez un peu ça. La force de ces mouvements est d'être rapide et organique. Les œuvres missionnaires ne doivent donc pas chercher à trop rapidement contenir les choses. Par exemple, en disant, si l'un de tes amis s'intéresse à la mission, envoie-le-moi. Pas structurer les choses trop vite. Le mouvement doit rester organique s'il doit être viral. Mais on sait aussi que la faiblesse de ces mouvements est justement parfois d'être instable et éphémère. C'est là, au bon moment, dans un second temps, que les œuvres missionnaires pourront
jouer pleinement leur rôle et apporter leur expertise pour discerner les vocations, prendre le temps, accompagner, former, envoyer, faire le suivi de ces jeunes missionnaires. Ça, c'était le premier point. Et maintenant qu'on a vu l'opportunité de cette culture imprégnée de rapidité, j'aimerais aussi montrer comment ancrer ces temps rapides dans le temps long, afin que la mission porte du fruit durable. Et c'est ça l'idée. Encore une fois, il y a l'idée de cette transformation de la culture. Ce n'est pas juste de dire on abandonne le temps long pour faire que des temps rapides. Non. C'est l'idée de conjuguer, de collaborer, comme l'a très bien dit Jérémie. Donc le deuxième point, ancrer ces temps rapides dans le temps long. Premier temps long, c'est le temps long du plan de Dieu. Dans le sondage que j'ai mené auprès des jeunes, 2 facteurs majeurs ont été relevés pour susciter une vocation missionnaire. Le premier, comme pour les missionnaires d'ailleurs, 88% des jeunes interrogés ont affirmé qu'une compréhension profonde de l'Évangile et de la place actuelle de la mission joue un rôle important et même considérable dans une vocation missionnaire. Pour avoir une vocation missionnaire, la base, c'est comprendre l'Évangile et la place de la mission dans cet Évangile. Et 87%, donc juste derrière, ce qui est plus fort d'ailleurs que le sondage pour les missionnaires, pour les jeunes c'est un plus important, relève le contexte baigné de prière, avec le plus grand score de la liste pour un poids considérable, 64%. Donc ça veut dire que l'idée, c'est de comprendre l'Évangile et la place de la mission, mais dans un contexte baigné de prière. Et ça, c'est important. Peut-être on a moins de couleurs charismatiques qui sont présentes. Je ne sais pas combien sont charismatiques ici ou combien on pense à ça, mais je pense que le mouvement charismatique est important. Et je pense que c'est important de voir que la place de la prière et de vivre l'expérience aussi de cette prière puissante pour le monde est extrêmement important pour les jeunes. Et on remarque d'ailleurs qu'il n'y a pas un choix à faire entre la parole et la prière, entre les réveils et la réforme. Ça va ensemble. En tant que bon évangélique, je pense qu'on peut comprendre ça. Qu'est-ce que cela nous apprend finalement? 3 points, 3 R. En tant que bon prédicateur, 3 R. Resituer la mission. Premièrement, il y a besoin d'impératif de replacer la mission dans la vision grandiose du plan merveilleux de Dieu pour ce monde. Comprendre de manière profonde la place de la mission dans le plan de Dieu et dans ma vie chrétienne est extrêmement important. Je ne vais pas ici prêcher à des convertis, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Mais n'oublions pas dans notre désir de voir se lever une génération vraiment enflammée pour la mission, que cela dépend de notre capacité aussi à faire un lien clair, solide et profond entre la mission et le plan de Dieu. Ce n'est probablement pas un hasard si l'appel a suscité des envoyés en Romains 10, vous connaissez bien Romains 10, j'espère, s'il n'y a pas des gens qui ont entendu comment, etc., comment sera-t-il envoyé, etc., etc. Romains 10 se situe entre Romains 9 et 11. C'est ça, non? C'est quoi Romains 9 à 11? Vous avez un peu fait votre théologie. Romains 9 à 11, c'est quoi? C'est le plan de Dieu. Romains 9 à 11, c'est le plan de Dieu pour les Juifs, et après ça s'élargit pour les non-chrétiens, les païens. Et à la fin de Romains 9 à 11, on lit quoi? Paul, il a dit ça. Alors c'est Paul qui a vraiment une théologie solide et profonde. Il dit quoi? Il dit là, j'en peux plus face à ça. C'est juste un truc de ouf. Il dit, combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans, car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Et il dit Amen. C'est le dernier mot. Amen. Resituer la mission est le premier impératif. Resituer la mission au cœur du plan de Dieu est le premier impératif pour ancrer la mission dans le temps long. Deuxième chose, relier la mission. Il me semble donc qu'il n'est pas vain ici de souligner la pertinence du lien qui devrait probablement être, je pense, plus fort, plus ténu encore entre la missiologie et les missions, les missiologues et les missionnaires, les œuvres missionnaires et les lieux de formation ou les réseaux comme le REMEF. De manière très pratique, je crois que c'est aussi au sein des réseaux d'envoi en mission dont j'ai parlé hier que ces interactions entre le savoir sur la mission fait partie du plan de Dieu, de quelle manière il faut le comprendre profondément, l'expérimenter, le comprendre avec sa tête, mais aussi dans la prière. Donc les interactions entre le savoir et le savoir-faire missionnaire pourraient gagner en force
dans des réseaux d'envoi en mission qui seraient pleinement impliqués dans les églises locales. Il faut relier la mission avec la missiologie, et c'est le second impératif pour ancrer la mission dans le temps long. Troisième impératif, réenchanter la mission. On a vu, deuxièmement, dans le sondage, effectivement, qu'auprès des jeunes, cette compréhension de la mission dans le plan de Dieu doit se faire dans un contexte baigné de prière, et que c'est important. Les œuvres missionnaires ne doivent pas se contenter de faire des visites pour informer. C'est bien de faire des visites, mais ils doivent encourager plus globalement à une spiritualité tournée vers la mission. Il ne faut pas seulement comprendre l'importance de la mission, mais réenchanter la mission, lui donner une épaisseur existentielle, lui redonner tout son sens, pas seulement dans sa dimension cognitive, mais aussi affective, à travers beaucoup de choses, à travers l'art aussi, par exemple. Face à une génération marquée par le désenchantement, j'ai même presque envie de dire, avec le tableau qui était dépeint, un peu la cauchemardisation, je ne sais pas si ça se dit, du monde, il y a une perte de sens. Il faut redonner du sens, réenchanter le monde. Je dis, bon, réenchanter, c'est un vieux truc, hein, Max Weber déjà parlait de ça, mais je pense que c'est important de le vivre encore aujourd'hui. Réenchanter la mission est le problème impératif, le troisième impératif pour ancrer la mission dans le temps long. Mais si nous pouvons gagner à resituer, à relier, à réenchanter la mission dans le temps long du plan de Dieu, de manière maintenant plus concrète encore, il est important d'ancrer ces temps rapides dans le temps long de la vision d'Église. Et là, j'en viens à, je pense, un point important. En plus des deux facteurs déjà cités, l'évangile, la prière, un autre facteur est important pour ces jeunes, c'est un contexte d'église ouvert sur le monde, comme lieu où je peux m'approprier les informations sur la mission et prier. Je répète, un facteur important, un contexte d'église ouvert sur le monde, comme lieu où je peux m'approprier les informations sur la mission et prier. Si les finances, le background professionnel n'est pas un frein vraiment important pour s'engager dans la mission pour la plupart des jeunes, après le sondage, la place du contexte ecclésial est importante. Et il ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer. Malheureusement, dans les pourcentages, c'est plus un frein qu'un facteur positif. Et c'est justement là que le temps court peut rencontrer le temps long, il me semble, grâce à la vision d'Église. Le rôle d'une vision est primordial, je pense d'autant plus pour cette génération. Elle permet à la fois de motiver sur le moment et d'inscrire sur le temps long. Ça permet de rêver tout en proposant des étapes concrètes. Et cette génération Z fuit l'engagement sur le temps long. Elle préfère vivre le moment présent instantané généralement. Et en même temps, cette génération a besoin de sens, on l'a dit, et donc aussi, quelque part, du temps long. Mais pour inviter un jeune à s'inscrire dans une vision, un temps long, il faut réussir à le toucher. Bien sûr, on l'a dit, à l'aimer, à l'écouter. Mais toucher les jeunes aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est loin d'être évident. Pourquoi? Je vous prends un exemple. D'un côté, je prends l'exemple de la guerre en Ukraine. D'un côté, la guerre en Ukraine, par exemple, va me toucher profondément, au point que je vois tellement des choses en ligne, je suis tellement connecté que j'ai l'impression que ça se passe ici. C'est une réalité pour moi. Et justement, les dépressions et la santé mentale qui ne va pas bien, c'est aussi à cause de ça, cette charge mentale. Ce qu'on a dit, ce n'est pas que le travail, Jérémy l'a bien dit, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Donc d'un côté, il y a cette hyper prolifération d'images, etc. Et je suis touché profondément et ça me touche. D'un autre côté, cette grande prolifération d'images et d'informations en flot continu peut aussi m'anesthésier en me rendant insensible. C'est ce qui se passe aussi. Ça ne me fait plus rien en fait de voir. J'ai tellement vu de choses, je deviens juste anesthésié par rapport à tout ça. Et donc c'est difficile parce que ça peut créer une chose ou ça peut créer l'autre chose. Comment faire pour toucher les jeunes dans ces conditions? Trop d'informations, pas assez, etc. Comment faire? Comment faire? Il me semble qu'il nous faut remettre la compassion à sa juste place. La compassion, c'est une émotion qui vient d'une information, d'une image, d'une statistique, qui me vient de l'extérieur, mais qui se vit au sein d'une communauté locale, d'un groupe, que ce soit un groupe de maison, un GBU, un groupe de jeunes, l'église, etc. Il est très important dans cette génération, il me semble, d'apprendre à recevoir ensemble des informations justes et mesurées, éviter la saturation émotionnelle,
et de laisser le temps à la maturation ensemble, en groupe, pour comprendre, jauger les implications pour nous dans la prière. Encore une fois, on constate ici que la mission nodiale a toute sa place. Le besoin missionnaire sur le plan local donne une base réelle, palpable, qui permet de concevoir le besoin réel sur le plan mondial dont j'entends parler. Ainsi, en groupe, on peut mieux réagir. On peut mieux réagir parce que vous le savez très bien, on ne pleure pas de la même manière quand on est devant les gens ou quand on est seul dans sa chambre. On n'est pas touché de la même manière quand on est seul ou quand on est devant les gens. En groupe, on peut mieux réagir chacun et aussi, comme je l'ai dit, un désir peut devenir contagieux plus facilement, également quand on est en groupe. Le tout est alors de proposer sans cesse cette appartenance à une vision sur le temps long, tout en étant patient face à ce besoin d'autonomie qui peut s'exprimer, parfois par un manque de fidélité dans tel ou tel programme. Mais j'aimerais juste appuyer encore un petit peu sur cette relation entre les œuvres et les églises. Permettez-moi ici une petite mise au point entre la mission et l'église, parce qu'il me semble que c'est assez important pour comprendre ce qu'on vient de dire. La mission, il me semble, ne doit être ni une des actions de l'église, c'est le département mission de l'église, le faire, ni être confondu avec l'être de l'église. L'église, c'est la mission. C'est lié à l'essence de l'église. Il n'y a rien à faire, c'est dans son essence, dans son être. La mission, il me semble, a gagné à être considérée comme l'existence de l'église. C'est-à-dire comment vivre en acte et en parole dans son contexte. C'est ça l'existence. C'est comment mon essence, ma nature, mon être, je peux la vivre dans ce contexte. Et encore une fois, les contextes ne s'opposent pas entre local et mondial, etc. Alors les œuvres missionnaires ne doivent ni abandonner la mission à l'Église, ni agir à la place de l'Église, mais agir avec elle, afin que toute son existence soit marquée par la mission. La mission n'est ni un programme de plus de l'Église, le faire, ni une réalité tellement liée à sa nature même que les œuvres missionnaires seraient obsolètes. Non. Il faut donc viser une synergie, une collaboration, comme a dit Jérémie, une synergie profonde entre les œuvres et les églises locales, pour que les actions missionnaires, une visite, une mission courte durée, etc., s'inscrivent dans une vision d'église sur du long terme. Si les œuvres laissent l'église seule, que ce soit dans sa mission locale ou mondiale, si elle cesse de venir piquer l'église pour lui rappeler sa mission, chatouiller, je dis piquer, c'est un peu pareil, c'est un peu plus mal, alors on tombe dans l'erreur de faire de la mission l'être de l'église. Et si les interventions des œuvres se réduisent à une prédication par ici, une mission de courte durée par là, alors on tombe dans l'erreur de faire de la mission une activité de l'église. Mais si la mission est liée à l'existence de l'église, alors cela laisse la place aux œuvres missionnaires pour accompagner, encourager et raviver sans cesse la dynamique missionnaire de la vision de l'église. Une vision touche à l'ensemble de ses activités. Elle est existentielle et, encore une fois, une manière de vivre en acte et en parole dans son contexte. Alors, la condition nécessaire pour voir cette synergie entre œuvre et église locale peut prendre forme au sein de ces églises grâce à certaines personnes de manière très concrète, ce que j'appelle des dons, des missionnaires avec un don de catalyseur. Et pour que ce soit plus simple à dire, on va dire ça, des missionnaires étincelles. Des missionnaires étincelles. C'est aux œuvres missionnaires de prier et réfléchir sérieusement sur la nécessité et les modalités pour reconnaître et soutenir des missionnaires étincelles. Des missionnaires qui sont présents au sein des églises. Ces missionnaires étincelles seraient la cheville ouvrière de ce que j'ai appelé des REM, des réseaux d'envoi en mission. En tous les cas, ces missionnaires étincelles sont là pour créer l'étincelle dans cette génération où les bougies des vocations doivent s'allumer. Et là, vu que je vous ai beaucoup parlé de bougies, j'en viens à cette image de la bougie. Pour voir briller de nouvelles vocations dans ce monde, il nous faut une bougie. C'est la base, avec de la cire, une mèche. Il nous faut de l'air, forcément, pour que la bougie puisse briller, c'est-à-dire le contexte, et une autre bougie déjà allumée, un déclencheur. La bougie, c'est la base indispensable. Elle offre la cire de la parole de Dieu et la mèche de l'esprit. On l'a vu, on ne doit pas opposer les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Une grande mèche sans cire ou beaucoup de cire sans une mèche suffisamment longue ne sert à rien. Il faut que la mission de l'Église soit replacée au sein du plan de Dieu. C'est la cire.
et que la prière accompagne ce processus de redécouverte. Et on le sait, ça prend du temps de recomprendre quel est le plan de Dieu et la place de la mission dans ce plan et le faire dans la prière. Mais c'est indispensable. On peut se dire, ça sert à quoi? C'est du temps long. Mais l'étincelle, elle va servir à rien, si à ça. Une bougie ne peut pas brûler aussi sans un contexte adéquat. D'un côté, l'oxygène ne doit pas venir à manquer, car il est tout simplement impossible qu'une bougie brûle sans oxygène, dans un contexte fermé et non ouvert sur l'extérieur, une église trop fermée. Il n'y a pas assez d'oxygène. De l'autre côté, une bougie ne peut pas brûler non plus s'il y a trop de vent, dans un contexte si ouvert que on est dans le syncrétisme, vraiment total, la spécificité de l'évangile est mise en péril. Ou bien, plus subtilement, on est tous missionnaires. Oui et non. On est tous impliqués dans la mission. Mais il y a aussi des vocations missionnaires. Enfin, une bougie doit être allumée par un déclencheur. On aura beau accumuler autant de cire que possible, avec une mèche aussi longue que possible, comprendre la mission, sa place dans le plan de Dieu, la vivre dans la prière. Et cela même dans un contexte suffisamment oxygéné, mais sans être trop venteux, comme on l'a dit, cela n'allumera pas la bougie pour autant. Il faut qu'il se produise une étincelle, un événement, une parole, une rencontre, qui viendra allumer cette bougie au fond de notre cœur. Rien de mieux qu'une flamme pour en allumer une autre. Et pour cela, il faut un cœur à cœur. Souvent, je dis le témoignage, c'est un cœur à cœur avec l'autre pour mettre l'autre en face de ce qui remplit mon cœur. Il faut un cœur à cœur qui réchauffe et embrase. Il faut que chaque bougie soit en mesure d'en allumer une autre. Même si certaines bougies, peut-être, sont plus spécifiquement faites pour cela. Les missionnaires étincelles, comme je les ai appelés. Et pour finir, je finis avec ça, le mot de la fin. Susciter des missionnaires parmi la génération Z, c'est aussi une mission. On a essayé ensemble durant ces 2 jours de mieux comprendre ce peuple non atteint sans accès à la mission, qui est la Gen Z. Permettez-moi de finir donc avec cet appel. Il faut aussi des missionnaires pour susciter des missionnaires dans cette génération. Ici ou là-bas, le missionnaire va plus loin que proclamer l'évangile. Il le vit au milieu des autres. Il façonne ainsi des disciples, des responsables et aussi des missionnaires. C'est ça que nous sommes appelés à faire par la grâce de Dieu.